Salut, c'est Patrick Dedoux. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hautement sensible, à savoir pour tous ceux qui ont une activité indépendante de VTC à temps partiel, de savoir s'il faut mieux être en micro-entreprise ou s'il faut mieux être en SASU à l'impôt sur le revenu. Avec moi, Hakim du Bearzone.fr. Salut Patrick. Avec moi, Émilie, expert comptable. Bonjour à tous. De Doux. Naïma, avocate fiscaliste. Bonjour. Chez Doux. Et David, notre responsable juridique chez Doux. Bonjour Patrick. Bon, allez, la micro, c'est souvent quelque chose auquel on pense en premier en se disant c'est cool, c'est nickel. Puis on se pose pas trop les questions de savoir si on va avoir de l'argent ou si ça coûte pas plus cher finalement qu'une SASU à l'impôt sur le revenu. Donc le sujet, on va commencer comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, Émilie? Alors c'est vrai que c'est un choix qui semble un peu facile. Quand on est finalement déjà par ailleurs salarié, on se dit je vais faire une micro, ça va me simplifier un peu la vie. Mais finalement, est-ce que vraiment c'est une bonne idée? Pourquoi? Parce que d'un côté, dans mon statut salarié, ça me donne ma protection sociale. J'ai mes trimestres de retraite, j'ai même mes points de retraite, j'ai ma protection indemnité journalière, j'ai ma mutuelle, j'ai tout. Donc finalement, ma protection sociale, elle est déjà faite. Donc la micro, le problème dans ce genre de situation, c'est que je vais à nouveau générer finalement des coûts sociaux. Enfin, comme si j'avais repris finalement ce salaire. Je vais payer pour une protection sociale supplémentaire alors que j'ai déjà mes trimestres, j'ai déjà mes IJ. Est-ce que vraiment j'ai un intérêt à faire ça si ce que je cherche, c'est finalement maximiser la somme qui me revient à moi dans la poche à la fin? Ouais, ce que tu es en train de dire, c'est que de façon très concrète, le fait d'être déjà salarié et d'avoir une micro-entreprise, tout ce que tu vas verser, c'est comme si tu mettais de l'eau dans une passoire. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. D'accord, ok. Donc ça sert à rien. Ok. Oui. Le seul avantage dans ce contexte-là de la micro, ce serait effectivement sa simplicité de création au départ, enfin sa simplicité apparente de création. Voilà. Mais l'inconvénient, c'est finalement tous les coûts qu'elle génère et dont j'ai pas réellement besoin. Là-dessus, je pense qu'il faut casser ce mythe du coût de la création, parce que je pense qu'aujourd'hui, créer une SASU à l'IR, honnêtement, il n'y a qu'à regarder sur la page de doux.fr les tarifs de création d'entreprise, et je pense que ça devrait démystifier toutes les questions qu'on peut se dire sur le coût de création d'entreprise. En plus, il y a des tas d'astuces pour venir limiter ça. Un point que je voudrais quand même relever, quand on se lance dans une activité, alors là, on parle de VTC, quand on a une activité salariée à côté, il y a un point qui est important, c'est que là, on va potentiellement créer une entreprise, micro-entreprise ou une SASU, et on a un point de vigilance à avoir, c'est de vérifier son contrat de travail. Le contrat de travail peut empêcher, bloquer la création d'une activité secondaire. Auquel cas, il faut quand même checker son contrat de travail et éventuellement en parler avec son employeur, voir si on peut aménager le contrat de travail ou simplement obtenir une autorisation de sa part pour pouvoir exercer l'activité. Le risque, c'est quoi? C'est que si jamais il s'en aperçoit et que vous ne lui avez pas informé, or il y avait une clause qui vous empêchait de le faire, ça pourrait vous mettre en faute vis-à-vis de votre contrat de travail. Et ça, c'est dommage. Moi, j'aimerais bien... Pardon, vas-y, je t'en prie. J'aimerais bien, par rapport à ce que tu viens de dire, justement, même si dans son contrat de travail de son activité principale, il y aurait éventuellement une clause qui lui interdirait d'aller avoir une autre activité salariée à côté, mais quand je crée une SASU, que je suis président associé non salarié, qu'est-ce qu'on peut me reprocher? Je ne suis pas salarié. J'ai le droit d'être actionnaire d'une boîte. Oui. Mais en fait, l'exercice d'une activité professionnelle, il y a certaines clauses, par exemple une clause d'exclusivité, qui vient dire, demain, si Hakim, tu as un contrat clause d'exclusivité, ça veut dire ton activité professionnelle, c'est dans ce contrat et c'est tout. D'accord. Toi, ça vient cloisonner ton activité professionnelle. D'accord, donc je pourrais être associé d'une boîte, mais pas président. C'est ça. Exactement. Ouais. Parce que ton mandat social, il suppose l'exercice quand même d'une activité dans ton entreprise. Indirectement. Peu importe que tu sois salarié ou pas. Ouais, voilà. Ouais. Même si t'es pas rémunéré. Les exceptions sont membres d'une association de mémoire, où là, il n'y a pas de risque particulier, ou ce qui est une ânerie d'ailleurs, parce que... Ça reste une activité aussi. Moi, je connais des gens qui travaillent dans des associations, je pense qu'ils font plus d'heures dans l'association que dans leur boîte. Ça peut être également, tu peux être gérant d'une société civile immobilière, comme c'est considéré comme du patrimoine immobilier, ça ne rentre pas dans le cadre professionnel. C'est ça. Bon, on a parlé d'un micro parce que tout le monde sait à peu près ce que c'est. Qui a envie de me définir ce que c'est une SASU à l'impôt sur le revenu? Allez, je me lance.
Du coup, une SASU, on le sait tous, c'est une société de capitaux par nature qui est soumise à l'IS. Donc, on a la possibilité d'opter à l'impôt sur le revenu. Alors, c'est assez encadré. Déjà, dans un premier temps, chronologiquement, on peut opter à l'impôt sur le revenu que dans les 5 premières années de la société. Donc ça, il faut faire gaffe. On en a parlé en fonction de la situation personnelle, notamment si on bénéficie de l'ARE, c'est pas souvent le bon plan. Donc souvent, on va rester en SASU à l'IS les 2 premières années et ensuite opter pour l'impôt sur le revenu. La SASU allière, il y a cette notion de transparence fiscale, c'est-à-dire que finalement, c'est plus l'entité, la société qui va être soumise à l'impôt, mais c'est l'associé derrière, donc le président de la SASU, qui va récupérer, donc là, dans notre cas, ce sera des BIC, des bénéfices industriels et commerciaux, et qui sera imposé à titre personnel. Donc voilà, ça peut être avantageux si on a de nombreuses parts fiscales, notamment. Ouais. Là, et il sera imposé qu'ils prennent de l'argent ou pas. Ça, c'est un point qui est très important. D'ailleurs, la micro-entreprise, c'est pareil. C'est quelqu'un qui dirait moi, je n'ai pas envie de toucher l'argent. Il est imposé quoi qu'il arrive, d'une façon ou d'une autre. La SASU, l'impôt sur le revenu, c'est exactement la même chose. Tu es imposé quoi qu'il arrive. Tu es imposé dans le sens où si tu fais du chiffre d'affaires et que quand on enlève les charges, on retrouve du bénéfice, ce bénéfice sera imposable au titre du fameux BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Le petit avantage, effectivement, c'est qu'il n'y a pas de parasite autour de cela, il n'y a pas de charge sociale, il n'y a pas de CSG. Si on ne se rémunère pas. Si on ne se rien bien évidemment. Oui. Il y a un petit flou artistique sur la CSG, mais on a déjà parlé là-dessus, on va écourter. Il n'y a personne pour la récupérer, donc comme ça, on va assez vite régler. L'avantage par rapport à la micro, c'est quand même qu'on a une liasse et donc la possibilité d'amortir le véhicule et donc de créer beaucoup, beaucoup plus de charges. On n'est pas limité. Et d'avoir des crédits d'impôt, comme le crédit d'impôt formation des gens, qui est quand même super cool. Et on parle d'un profil de chauffeur qui a une activité principale. Donc là, c'est vraiment le meilleur moyen de compléter ses revenus, à condition bien sûr d'avoir les parts fiscales qui lui permettent. Exactement. C'est exactement cela. Mais souvent, quand on compare l'économie d'impôt sur le revenu et l'économie de cotisation sociale, même si on peut avoir des revenus assez élevés et pas beaucoup de parts, on est quand même gagnant parce que le montant des cotisations sociales, charges salariales et patronales est tellement élevé que finalement, on s'y retrouve fréquemment. Donc, et c'est une imposition barème progressif, donc formulaire 2042, truc classique quoi. Oui, il n'y a pas une saisie, il n'y a pas une inscription déjà, c'est pas rempli, déjà pré-rempli, non? Ce serait bien, hein? Non. Pas encore. Ça pourrait être faisable, ça pourrait l'être, je dis bien. Seulement, les liens ne sont pas connectés. C'est-à-dire que, par exemple, quand les gens sont super contents, les salariés trouvent leur déclaration fiscale pré-remplie, il faut savoir que c'est grâce aux experts comptables. Puisque c'est nous qui faisons les bulletins de salaire. Et derrière, on communique ce qu'on appelle des DSN qui sont communiqués aux impôts. Ce serait tellement simple que ça puisse se faire, mais je ne sais pas pourquoi. Ça ne se fait pas. Ils ont toutes les infos, ils ont absolument tout. Ce qui est marrant, c'est qu'ils le font pour les dividendes, par contre. Ils le font pour les dividendes. Pour les dividendes, les experts comptables nous on le fait pour nos clients. On fait ce qu'on appelle les déclarations 2777, et puis 2561, ce qu'on appelle l'imprimé fiscal unique, qui est à faire au plus tard le 15 février de chaque année. Et avec ça, l'administration fiscale connaît les montants des dividendes, etc. Et souvent, on les retrouve dans les déclarations. Et est-ce que vous êtes au courant, j'ai entendu parler de ça, la loi de finances 2024, il semblerait que tous ceux qui sont en micro-entreprise et qui tirent des revenus des plateformes numériques, même si c'est pas du VTC, ça peut être du Airbnb, etc., ils vont avoir leurs impôts, leurs charges sociales retenues à la source directement. Alors, c'est comme si les impôts allaient être prélevés directement sur leur chiffre d'affaires Uber. L'État cherche de l'argent. Ça, c'est pas un scoop, c'est vieux, c'est aussi vieux que depuis que l'impôt existe. Et c'est vrai qu'on rentre dans un pays où de plus en plus on veut être prépayé au niveau des impôts. Et donc, clairement, ils sont en train de réfléchir sur beaucoup de choses. Tu parlais de plateformes, on pourrait prendre Vinted, le Bon Coin, etc. Enfin, tout, absolument tout. L'État a déjà toutes ces informations et ils sont en train de réfléchir justement pour récupérer de l'argent à la source, directement à la source. En fait, ils ont peur. Je pense que certaines personnes ne payent pas leur impôt ou tout simplement parce que avoir de l'argent par avance, c'est toujours mieux que en retard. Et je pense que ça, c'est un des points. Mais en fait, on le retrouve partout. On retrouve depuis longtemps maintenant, tu vends un bien immobilier, la plus-value est tout de suite confisquée prélevée par le notaire et remise, c'est un lapsus révélateur, et remise auprès de l'État. Et de façon très concrète, tous
ces projets sont en phase. Bruno Le Maire, d'ailleurs, a annoncé que, je ne sais pas comment il va se débrouiller par l'opération du Saint-Esprit, sans doute, mais en 2025, on n'aurait plus besoin de faire de déclaration d'impôt sur le revenu, y compris, enfin 2026, y compris ne même plus avoir à être d'accord. À valider, quoi. Exactement. Justement d'avoir. Justement d'avoir. C'est vrai qu'il multiplie ce genre de choses, même pour les particuliers. Je crois qu'en fonction du nombre d'opérations et plafond d'un certain chiffre, vous pouvez vous retrouver les plateformes peuvent être obligées de déclarer, d'informer l'administration fiscale de vos opérations, même en tant que particulier. Ouais. Ouais, bien sûr. C'est très important. Alors, il y a juste un point sur lequel je dois revenir par rapport à la SASU à l'IR quand même, parce qu'il était question des indemnités kilométriques à un moment donné. Ouais. C'est qu'en principe, SASU à l'IR, BIC, pas d'indemnité kilométrique au barème comme on le connaît possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser le barème qui est un peu avantageux. On est obligé, dans le pire des cas, d'utiliser le forfait carburant, qui est en revanche, lui, très désavantageux. D'accord. Ça rémunère rien du tout, c'est quelques centimes du kilomètre. Voilà. C'est la particularité de la SASU à l'IR pour les VTC. On ça. oublie les ICA. Ah. Ce n'est pas possible. à la poste D'accord. Oui, Ah, SASU à l'IR. l'IR. À l'IS, pas de problème. Ok. Par contre, on peut continuer à faire un schéma où on vend la voiture à la SASU Tout à fait. et puis se prendre de compte courant. Ça, Exactement. Ça ça change retire pas ça. Ça D'accord. change pas. D'ailleurs, ça oriente peut-être du coup dans ce Ah bah, vers ce schéma-là. là, Dans ce ouais. schéma-là. Bien sûr. Ouais. Beaucoup plus intéressant. Alors, on a parlé effectivement de la micro, on a parlé de la SASU à l'impôt sur le revenu. Certains ne sont ni micro ni SASU IR, mais sont SASU IS. Comment est-ce qu'on fait pour basculer de SASU IS à SASU IR, Naïma? Alors, SASU IR, SASU IS, alors c'est beaucoup plus simple dans ce sens-là. Oui. Parce que déjà, il n'y a pas de réserve qui se retrouvent à considérer comme des distributions de dividendes avec paiement de la flat tax. Donc, et puis, ça se fait quasiment automatiquement. C'est-à-dire qu'au bout des 5 ans des SASU à l'IR, on rebascule à l'IS parce qu'on n'a plus le droit de bénéficier. Alors, je dis 5 ans, mais non, c'est faux, c'est 5 exercices. Parce qu'on peut avoir un exercice plus long. De 18 mois. Exactement. Ouais, oui. Voilà, donc finalement, on bénéficie de l'IR plus longtemps que 5 années, mais plus, ça fait à peu près 5 ans et demi. Tu voudrais qu'on fasse une assemblée générale pour changer à chaque fois la date de clôture? Non. Là, en plus, ça pourrait être considéré comme de l'abus de droit. C'est marrant, donc, j'allais poser la question, est-ce que je peux chaque année décaler de 6 mois ça marche mon pour le exercice? premier exercice à la limite. Ce serait cool. Hein. Alors oui, c'est faisable techniquement. C'est interdit puisque l'administration fiscale pourrait s'en apercevoir parce qu'on pourrait dans l'absolu faire 5 fois 2 ans. Hein, oui. 5 fois 2 ans, pourquoi? Parce que tout simplement, on peut avoir des exercices de 24 mois. Ouais, c'est le max. Voilà. Bon, après, l'administration fiscale, je pense que la première fois serait... la première fois, elle disait rien. La deuxième fois, elle serait un peu surprise. La troisième, là, elle déclencherait un contrôle pour dire pourquoi vous voulez changer les dates. En plus, c'est les mêmes dates à chaque fois, un mois après. Quoi. Ça, c'est une fausse bonne idée. Autre fausse bonne idée, je pense qu'on devrait en parler aussi, c'est beaucoup de clients nous disent « J'arrive à la fin de mon option, vous savez quoi? On liquide et on recrée. » Non. Ça pue. On le fait pas. Oui, parce que finalement, le seul objectif, c'est de rebénéficier de l'option à l'impôt sur le revenu pendant 5 ans. Donc ça, on le déconseille. Autre fausse bonne idée. Moi, je pense qu'à terme, d'une façon ou d'une autre, cette option deviendra définitive à un moment donné. On travaille actuellement, le législateur est en train de bosser sur une possibilité où, en tout cas, ça a été une demande des experts comptables, dont je fais partie, que chacun puisse choisir sa forme juridique, son impôt, et également son format social. Ouais. Moi, je militerais, tu vois, pour qu'un président ait la qualité de gérant majoritaire, pourquoi pas, dans le cas d'une SASU, on pourrait tout imaginer. On ira, je pense, un jour vers cette liberté-là. C'est marrant que tu dis ça, c'est un petit peu mon rêve de juriste. Voilà. On aurait dû se présenter aux députés européens, on aurait dû se présenter, je pense, là-dessus pour en parler. Patrick et David. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, nous, on se questionne en tant que juriste. Attends, c'est quoi la différence entre l'EURL et la SASU aujourd'hui? C'est le social. C'est ça. Mais du coup, finalement, et les dividendes. choisir une forme juridique sur le principe qu'en fait, c'est une affiliation à un régime social, on pourrait très bien se dire, pourquoi je ne ferais pas une EURL? Et puis ensuite, je choisis dans quel régime fiscal, social je me retrouve. Ouais. Pourquoi les options fiscales sont comme ça et pas les options sociales? Et finalement, ça pourrait être une vraie loi de simplification si Bruno nous entend. À la carte, quoi. Voilà. Bruno Le Maire. Bonjour Bruno. Je ne connais pas personnellement. N'hésitez pas à nous appeler, il y a le numéro de doux.fr. Exactement. Alors, on va terminer sur une petite simulation qui a été là et qu'on va retrouver incrustée dans l'écran. Et puis, il y a un lien dans la description de la vidéo sur le choix entre la micro-entreprise et la SASU à l'impôt sur le revenu.
Alors c'est un exemple que nous avons retenu, enfin c'est Émilie plus spécialement qui a calculé avec 20 000 euros de chiffre d'affaires. Bon, je rappelle au demeurant d'ailleurs que à 20 000 euros en micro-entreprise, on est nécessairement sans TVA. Oui. Mais on peut l'être également en SASU, un impôt sur le revenu, parce que c'est pas la qualité de la société qui fait qu'on est ou pas assujetti à la TVA, c'est une demande. C'est-à-dire qu'en micro, on est forcément sans TVA, mais on peut opter à la TVA. Oui. Alors qu'à SASU, à l'impôt sur le revenu, on est à la TVA, mais on peut opter dans ce qu'on appelle une franchise de TVA. Un peu complexe. Beaucoup de gens disent que c'est un peu trop compliqué l'administration fiscale. Moi, je réponds que c'est complètement faux parce que ça nous laisse une liberté de choix qui est juste inimaginable. Forcément, ça nécessite des compétences. C'est la raison pour laquelle nous existons par ailleurs. Donc, concrètement, avec 20 000 euros de chiffre d'affaires, avec du carburant à hauteur de 13%, des commissions de la plateforme à 14%, enfin, par rapport au chiffre d'affaires, les autres charges externes à 20%, eh bien, on s'aperçoit que le net reçu du dirigeant est à 9 000 euros en SASU à l'impôt sur le revenu contre 2 500 en micro. Et pour ceux qui ont suivi le début, ils s'aperçoivent que tout l'argent qu'ils ont filé en micro-entreprise, ça vaut 0. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas photo, là. Non, pas trop. Mais c'est un exemple. Et après, il peut y en avoir d'autres, et avec des avantages, des inconvénients. Les solutions ne sont jamais tranchées, mais en règle générale, on peut dire que la SASU à l'impôt sur le revenu est une véritable aubaine pour le monde des entrepreneurs. C'est super cool, c'est frais, c'est nouveau. Ça vient de sortir, c'est vachement sympa. Et il y a pour les chauffeurs VTC encore d'autres moyens justement d'augmenter ces bénéfices, notamment la motorisation, un véhicule électrique, avec des recharges à domicile pour ceux qui ont la possibilité de charger chez eux, avec des tarifs en heure creuse par exemple. Voilà, ça aussi on en parle beaucoup sur uberzone.fr. Voilà, comment optimiser ses revenus au maximum et ses charges aussi. Tout à fait. Voilà, surtout les charges liées au véhicule, parce que c'est les plus importantes. Assurance, recharge ou carburant, entretien, réparation. Voilà. Très bien. Bon, super. Merci à vous 4. Merci à vous tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et à très vite chez Dougs. Bye bye. À très vite.